Bonjour Leïla. Bonjour. Votre éditeur m'a donc contacté suite que j'ai vu, vous êtes passé sur certaines chaînes télé, vous avez eu le courage de parler d'un sujet qui n'est pas facile, donc vous allez nous expliquer. Le titre de votre livre, c'est, je vous laisse donc le dire, Leïla. Alors en fait, c'est le désamour de la maltraitance à la résilience. Voilà, donc des éditions. Chalot. Ce que je voulais dire aux auditeurs, aux auditrices, c'est que vous avez eu le courage, comme je disais, de parler d'un sujet très difficile. Vous avez vécu donc de la maltraitance de votre mère quand vous étiez petite. Mais à quel âge vous avez compris que c'était de la maltraitance? Alors en fait, c'est une bonne question puisque j'ai grandi, moi, dans la maltraitance de ma mère. J'ai tout le temps, toute mon enfance jusqu'à ce que j'ai quitté la maison, en fait, à 19 ans. Mais en tout cas, j'ai grandi dans la maltraitance de ma mère, dans l'indifférence, dans les coups, surtout le coup, les privations, les dénigrements, les injures, le manque d'alimentation. En fait, la maltraitance à tous les niveaux, psychologiques, surtout physique. Voilà. Et j'ai compris que je grandissais dans la maltraitance. J'ai compris que c'était de la maltraitance, que c'était un peu compliqué dans le sens où vous passez par plusieurs phases. La première phase, c'était, puisque j'étais la seule de mes sœurs à vivre de la maltraitance, pour moi, j'ai pensé que c'était de ma faute. Je pensais que j'étais pas un enfant sage, que je ne faisais pas assez plaisir à ma mère. Enfin, j'étais toujours en quête de son affection, en quête de l'affection de mon bourreau, c'est vrai. J'avais à la fois besoin de son affection, à la fois j'en avais peur. J'avais peur de mon bourreau. Donc j'ai grandi comme ça, et c'est seulement vers l'âge, comment dire, quand j'ai commencé à voir à l'extérieur, peut-être vers 12 ans, enfin quand même, puisque tant que, tant que j'étais à l'école primaire, l'école est dans le quartier, du coup je faisais l'aller-retour école-maison, et du coup je vivais soit dans ma chambre, soit dans le cellier. C'était les deux pièces principales que j'occupais de la maison. Voilà, et en fait, hormis ça, je sortais pas. Donc j'ai commencé à sortir qu'à partir du collège, parce que déjà le collège est plus loin, c'est en dehors du quartier. Et donc dans un premier temps, ça me permettait aussi de flâner, ça me permettait d'avoir plus de liberté. Et aussi, en fait, les gens que je côtoyais, les copines, voilà, c'était plus des copines camarades de classe. Il y a une copine, une amie, enfin, qui est devenue amie par la suite. Je ne disais rien de ce que je vivais. Je ne disais absolument rien. Et je cherchais, comment dire, moi, on me posait de questions et mieux je me portais. J'ai déjà été convoquée plusieurs fois, par exemple au collège, j'ai été convoquée par le CPE. Enfin, c'est même pas le CPE, je pense que c'est le conseiller principal, enfin, parce que je sais que c'est pas pareil au niveau du collège. Enfin, quoi que si, c'est CPE. Voilà, j'ai été convoquée parce qu'il y a des élèves qui avaient certainement été voir le. Enfin, en tout cas, il y avait des suspicions. Parce que ça se voyait quand même que je mangeais pas. Enfin, j'étais très maigre et puis je pense que le regard qu'on peut avoir, on ne réclame pas, mais on a peut-être un regard qui dit qu'on a l'air d'avoir faim, je ne sais pas. Et en tout cas, j'ai été convoquée. Le proviseur m'a posé la question de combien de tartines j'avais mangé le matin. Et effectivement, bah, comme je ne disais rien, bah, je n'ai pas répondu. Donc il a commencé à dire une, deux, trois, quatre, cinq. Et arrivé au bout d'un moment, il me fait ben là ça fait un petit peu beaucoup quand même Leïla. Et soit tu manges beaucoup, ou soit. Enfin en tout cas, et j'ai jamais rien dit. Quelques jours après, il y a l'assistante sociale en fait qui est arrivée au domicile. Je pense que c'est certainement lié à ce signalement, certainement du collège. Et elle est arrivée un mercredi matin où tout le monde était à la maison, enfin parce qu'elle n'avait pas à l'école. Moi j'étais aussi là, dans ma chambre, puisque je ne sortais pas. Et effectivement, elle est venue à peu près à l'heure du petit-déj. Donc mes sœurs étaient en train de déjeuner, moi j'étais dans ma chambre, et l'assistante sociale ben, elle a demandé après moi, et ma mère elle fait bah, elle est où celle-là comme d'habitude, elle se montre pas, enfin bref, ça marchait très bien, parce que ma mère elle paraissait, elle arrivait toujours à parler, elle arrivait toujours à se défendre, en tout cas, et moi comme je disais rien, ça fait que on lui donnait raison quelque part, elle arrivait à se défendre En tout cas, ce jour-là, par exemple, je suis sortie de ma chambre, j'ai rien dit, et puis elle m'a dit, bah alors, ton café au lait est servi depuis tout à l'heure, et tant que t'es pas là, et
que c'était pas le mien, en fait, c'était de ma sœur. Et bien sûr, ben, le jour-là, moi, je me suis simplement dit, ben, j'ai gagné mon petit déjeuner, quoi. Enfin, voilà. On dit rien, en fait. C'est ça qui est incroyable, mais ça paraît tellement normal de pas l'accepter, et pourtant, enfin, en tout cas, on parle pas. C'est-à-dire votre mère, elle a réussi facilement, comme vous dites, Leïla Zawi, à tromper, c'est-à-dire l'assistance sociale qui venait, enfin, ou les personnes qui étaient censées voir si tout allait bien. Oui, Pour votre mère, c'était, j'allais dire, euh, très facile de tromper son monde, quoi. C'est ça, hein? oui, 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 oui. Surtout que comme moi, je disais rien et j'avais pas un comportement rebelle. À la rigueur, j'étais trop docile. Voilà, du coup, ça fait que bah, c'était simple aussi. Je veux dire, quand l'enfant il se rebelle un peu, ou peut-être que voilà, ça peut pas fonctionner. Mais moi, en tout cas, j'étais un enfant qui disait rien, qui quelque part involontairement, je cautionnais aussi son comportement. Et du coup, parce que dans ma petite tête d'enfant, déjà, c'était c'était pas normal, mais je cherchais tellement son affection que j'acceptais n'importe quoi. C'est ça le problème. Oui, oui. C'était comme Dieu pour vous, votre mère. Et- C'était, voilà, enfin, mais d'un côté, c'était le diable aussi, quoi. bien sûr, parce qu'à la fois j'en avais peur. J'étais à la fois toujours à chercher son affection et à la fois toujours avoir peur de ses réactions. C'était toujours, voilà, toujours dans cette ambivalence-là. Mais pour autant, il était hors de question que, en tout cas, enfin, j'en étais même pas consciente de me dire je vais en parler, je vais partir de là. Non, c'était, moi, dans ma petite tête, c'était plutôt comment lui faire plaisir, comment faire pour qu'elle me regarde, qu'elle m'aime comme mes sœurs. Et pendant longtemps, je me disais, je veux que ma mère, elle me considère comme mes sœurs. Ça, c'était un peu ma devise en moi-même. C'était comment faire pour réussir à avoir son attention. Et moi, je souffrais de son indifférence. En fait, je sentais qu'elle m'aimait pas. Et c'était ce côté-là que je cherchais. Et plus j'étais dans ce côté-là, et plus je me faisais encore plus de mal, parce que c'était pas ça qui arrivait, c'était encore plus de rejet, de dénigrement, de violence, et c'était l'inverse en fait. Et c'est quand j'ai appris, parce que j'ai compris à l'extérieur, et heureusement qu'il y a eu l'extérieur, c'est mes rencontres, c'est ce que j'ai vu à l'extérieur, c'est quand j'ai commencé à conscientiser que ce que je vivais à la maison n'était pas normal, parce que c'est en voyant à l'extérieur, en lisant aussi les magazines, parce que mais ça c'est beaucoup plus grande. Par exemple, à l'âge de 15 ans, moi, au lieu de... J'ai pas fait de crise d'adolescence comme on parle d'adolescence. J'étais plus dans cette quête de compréhension et je lisais le magazine Parents, par exemple, parce que j'avais besoin de comprendre ce que c'était des vrais parents. Enfin, pour moi, je comprenais bien qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas à la maison et j'avais moins besoin de comprendre comment on élève des enfants, qu'est-ce qu'un parent en fait. Donc voilà. Et j'ai compris aussi en voyant l'extérieur, enfin chez les copines, en voyant. Alors c'est paradoxal parce qu'à la fois je ne disais pas, je vivais toujours dans le contexte familial, j'étais toujours pas heureuse, je commençais à me débrouiller, euh, chercher à gagner de l'argent, deux, trois pièces par-ci, par-là, voler pour manger, c'est déjà arrivé. Et puis aussi me débrouiller pour on me donnait des habits par exemple et je cachais, enfin des choses comme ça. Mais en tout cas je me disais, voilà, même si on me disait, si on cherchait à comprendre, c'était pas moi qui allait dire oui, oui, c'est comme si je voulais pas partir de chez ma mère en même temps, quoi. J'étais consciente que j'étais malheureuse, parce qu'en grandissant j'en ai pris conscience, mais à la fois je cherchais pas à partir. Voilà, c'est bizarre, mais je cherchais pas non plus à quitter. Voilà, je suis partie de moi-même, mais là, beaucoup plus grande, j'avais 19 ans. Pourquoi? Parce que j'avais, comment dire, il fallait que, dans ma tête, il fallait que je réussisse mon bac. Et je me suis dit, j'ai plus d'intérêt, en fait, ma mère n'aura plus d'intérêt sur moi puisque j'ai pu avoir de bourse. Voilà, ce qui comptait, c'était les allocations familiales, c'était les bourses, c'était ça que je représentais. Et si ça, il n'y avait plus rien, C'est intéressant ce que vous dites, Leïla Zawi. Vous représentez, pour votre mère, dites-moi si je me trompe, mais euh, des, euh, un revenu, quoi, des allocations. C'était pour elle, c'est ça, quoi, ce que vous en voulez fait, dire. ce que je dis par rapport à ça, c'est que à travers ce que j'ai vécu, oui, il y avait des choses que voilà,
je représentais surtout ça. Ça, c'est extraordinaire ce que vous dites, c'est choquant, quoi. Et parce que des fois, vous savez, en France, moi j'ai toujours entendu quand j'étais petit ce mythe, finalement, qui n'est pas un mythe, quoi. C'est-à-dire que certains, c'est très rare, mais c'est grave, mais certains parents peuvent faire des enfants pour faire de l'argent, quoi, des allocations sur leur dos, quoi. Oui, Ça existe, c'est rare, mais on ne peut pas dire que ça n'existe pas, quoi. oui, oui, je pense que ça existe. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a fait penser de cette façon-là, c'est qu'en grandissant, par exemple, je n'avais rien, c'est même pas par rapport aux allocations familiales, déjà les allocations familiales c'est fait pour manger, etc., hein, c'est fait dans ce sens-là. Mais comme moi j'étais privée, donc voilà, c'est ça. Mais c'est aussi par exemple par rapport à mes bourses. J'avais pas droit à mes livres alors qu'en fait les bourses scolaires c'est quand même pour ça. Et j'avais pas mes fournitures C'est scolaires ça. correctement alors que Oui, c'est c'était pourtant. l'argent destiné pour vous acheter des livres, pour vous acheter exactement pour les frais de scolarité, pour vous acheter des nouvelles chaussures, des vêtements que vous rentrez à l'école, vous êtes content, fier d'avoir des chaussures de marque, etc. Et vous voulez dire que votre mère, elle utilisait ça pour elle, quoi, c'est ça? Oui, alors en fait, elle l'utilisait aussi même pour mes sœurs, mais moi non. Donc c'est ça qui était. Ah, Et c'est ce qui terrible, m'avait bien sûr. très interpellée, c'est une année où ma sœur, j'ai une de mes sœurs, voilà, je ne vais pas dire son nom, c'est pas dans ce sens-là, mais j'ai une de mes sœurs, on voyait le traitement de faveur en fait, où une de mes sœurs qui n'était pas sérieuse au niveau scolaire et qui a eu, je pense, une mise à pied et elle a eu suspension de bourse d'un trimestre, voilà. Et du coup, bon, voilà, c'est normal puisque les bourses, c'est dans ce sens-là qu'on les verse. Et quand elle n'avait pas été en cours, enfin en tout cas il y avait une sanction, et du coup elle n'a pas eu ses bourses. Et je sais qu'avec mes bourses, ma mère elle lui a acheté, alors c'était elle quand même qui comportait mal, avec mes bourses, ma mère lui a acheté dans le temps là, je ne sais pas si c'était la mode, en tout cas les Santiago. Moi ça m'a marqué, le nom, même le nom des bottes, parce que voilà, une paire de Santiago qui coûtait en ce temps-là, ça aussi. C'était cher, hein, ça c'est sûr, c'était cher, quoi. Bah oui, c'était 600 francs ou chose comme Oui, ça, oui, et c'est c'est 600 francs à exorbitant, l'époque, enfin voilà. c'est 100 euros aujourd'hui, mais ça fait plus parce que il y a 20 ans, vous parlez, il y a 20 ans, ça faisait, C'était très cher, c'était très cher. oui, Et ma mère, elle lui a payé avec mes bourses. Et ça, c'est quelque chose qui m'a. Ben voilà, je veux dire, j'avais conscience moi, comment dire, la notion de l'argent, tout ça, et j'en avais conscience, et de la valeur des choses. Et en plus, moi qui n'avais même pas des chaussures correctes, en plus, c'était pas normal. En plus, ma soeur qui s'était très mal comportée, en plus, qui fait qu'elle n'a pas eu ses bourses, donc c'était une punition normalement. oui, c'était Donc, son problème à elle, mais pas le vôtre, quoi. Vous avez payé les pots cassés du mauvais comportement de votre sœur. tout à fait. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas, en fait. Bien C'est sûr, clair. bien sûr, Leïla Zaoui. Ce que je voulais vous demander aussi, vous, pour les auditeurs donc, et pour moi-même, la question que vous avez combien de sœurs il y avait dans le foyer qui était composé? Il n'y avait pas de frères, c'est ça? Non, non, on est quatre filles, je suis la deuxième de la fratrie. D'accord. Et c'est du même père, j'allais dire, ou Oui, 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 c'est le ah même ben père. voilà, donc c'est une question importante parce qu'on aurait pu dire ben, parce que vous étiez d'un père différent, elle a fait donc vous étiez du même père, pourtant elle a fait, j'allais dire, une discrimination à votre encontre et elle ne vous a pas aimé comme elle aimait les autres filles et, euh, et ça a continué, j'allais dire, même quand vous étiez ado, c'est ça, Leïla? Ça a toujours continué. Ce qu'il y a, c'est que ça s'est, comment dire, par rapport à la violence ou quoi, enfin les coups, par exemple, ça s'est atténué dans le sens où j'ai grandi et que j'ai appris, moi surtout, à être à l'extérieur. Voilà, Et pour pas rester trop au foyer, pour pas qu'il y ait des problèmes, le matin, vous partez, vous allez à l'école, etc. Vous revenez en fin d'après-midi, quoi, c'est ça, hein. c'est surtout notamment à partir enfin, surtout le lycée, puisqu'à partir du lycée déjà il fallait normalement avoir un sandwich parce que ça faisait la route, c'était un peu loin, et du coup il fallait normalement prendre son sandwich et voilà. Et en général j'avais même pas ce sandwich, mais je me dépatouillais en fait, j'avais pris l'habitude de me débrouiller à l'extérieur, un saut par-ci, un saut par-là, avec les copines, mais toujours sans rien dire, mais voilà, et ma liberté c'était à l'extérieur, donc voilà, et comment dire, j'ai appris à, à apprendre à vivre à l'extérieur, à me construire avec les autres, dans mes rencontres,
j'ai vu des choses, des bonnes, des mauvaises choses. De toute façon, quand vous êtes dehors, vous ne voyez pas que des bonnes choses. Mais, euh, mais en tout cas, c'est ça qui m'a aidé en tout cas, à me protéger de mon instinct, parce que j'étais pas heureuse chez moi. Et du coup, déjà, alors que si on regarde la logique des choses, on n'est pas protégé quand on est dehors, c'est l'inverse. Enfin, normalement. Enfin, Normalement, oui, c'est ça. Mais vous, votre famille, vous l'avez trouvée plutôt dehors que chez vous. exactement, exactement. C'est ça. Dans mes rencontres, même si effectivement je parlais pas de ce que je vivais, mais j'ai commencé par exemple, je sais, vers l'âge de 12 ans, à proposer mon aide aux personnes âgées pour, euh, pour porter leurs courses, parce qu'il y avait un supermarché pas loin dans la cité, à proposer mes... Voilà, donc vous tissez des liens à droite, à gauche, et puis c'est sur ces liens-là que vous... bah, sans dire ce que je vivais, mais bon, ça se voyait, je pense, surtout sur moi, mais voilà, et donc on me donnait une pièce ou un café ou un mauvais, enfin voilà, et je me dépatouillais comme ça. Et puis en grandissant, ben, encore moins, enfin je ne parlais même, enfin je cherchais même pas à dire quoi que ce soit, mais je me débrouillais en fait à ma façon et jusqu'à ce que j'ai pu partir moi. En fait, c'est moi qui ai pris conscience et il fallait de toute façon, où je me suis dit, je redoublais ma terminale. Et là, je me suis dit, non, mais il faut vraiment que je parte. Puisque qu'est-ce que je vais. Comment dire. Je me suis dit que ma mère allait finir par me tuer. Mais c'était plus tuer dans le sens physique que j'ai longtemps eu. Enfin, j'avais peur avant de. J'ai déjà eu peur de mourir par un coup, parce que j'ai eu plein de choses. Enfin, ma tête, elle a été ouverte je sais pas combien de fois. Il y a eu plein de choses qui font que j'aurais pu y avoir un drame depuis très longtemps. Mais j'avais plus peur de ça. Par contre, j'avais peur de ne pas pouvoir. Quand je disais que ma mère, elle pouvait me tuer, c'était m'empêcher de vivre, de me réaliser, de vivre moi ma vie. Puisque puisqu'elle n'allait plus avoir de bourse pour moi, plus d'allocation peut-être aussi, je sais pas. Mais en tout cas, je pensais à ça et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir si je ramène plus rien en plus. Donc bah voilà, donc je me suis dit qu'il fallait que je pense à moi, il fallait que j'aie mon bac déjà et que je puisse avoir, comment dire, ben, pouvoir construire mon avenir en fait. Voilà, donc c'est moi-même qui a été voir l'assistante sociale du lycée. Et le jour-là, elle m'a même très interpellée parce qu'elle m'avait déjà rencontrée pour d'autres histoires, ou en tout cas, elle avait entendu parler de moi. Et elle a dit enfin Leïla. Et cette phrase, elle veut dire beaucoup, je pense. Et voilà, parce que comme j'étais majeure, c'était à moi de réagir là. Et avant, je faisais rien, et en tout cas, voilà. Et là, c'est moi qui ai dit, bon, maintenant, il faut que je pense à moi. Donc là, à partir de là, j'ai eu droit, j'ai eu, comment dire, droit à la PJM, l'aide pour jeunes majeurs, puisque j'avais déjà un dossier de l'ASE, d'aide sociale à l'enfance, puisque j'avais déjà été placée dans ma petite enfance. Et donc voilà, j'avais déjà eu très jeune, c'est-à-dire, enfin, c'est même pas très jeune, j'étais bébé. Ah oui, vous étiez placé, ça vous l'avez, si vous étiez bébé, donc vous l'avez appris bien plus tard, vous avez été placé, pourquoi Leïla? C'était votre mère qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, je l'ai su beaucoup plus tard. Je l'ai su, comment dire, déjà à 18 ans, j'ai rencontré, c'est incroyable, mais c'est vrai, j'ai rencontré une fille. J'avais tout fait de la Saint-Jean, c'est pas très loin à Lambre, pas loin de chez moi, en fait. Enfin voilà, j'avais été. Et j'ai rencontré deux, trois filles, dont une qui me connaissait de l'école de vue. Et elles me regardaient toutes les deux, enfin il y avait deux filles qui me regardaient, qui voyaient bien qu'ils parlaient sur moi, je comprenais rien de là où on en arrivait. Mais j'avais l'habitude qu'on parle sur moi, donc parce qu'effectivement, j'étais sale, j'étais maigre, donc effectivement, j'avais l'habitude de ces regards-là, de ces critiques, enfin des choses comme ça. Et c'est vrai que je disais rien, et du coup j'entendais qu'on parlait de moi, bon bah c'est tout. Et puis en fait, en fait ces filles-là, elles se disaient, bah tiens, c'est sûr que c'est Leïla, c'est la petite Leïla qui a été adoptée, placée, enfin, qui a été adoptée par la famille d'accueil. Ils étaient sûrs, ils m'ont reconnu d'une photo où j'avais 3 ans. C'est incroyable, mais pourtant c'était bien ça. Ils m'ont revu 2, 3 mois après, et là ils sont venus vers moi en disant, ils étaient là tout contents de me voir et me dire, voilà, t'as été placée quand tu étais petite. Moi effectivement, j'en avais aucune connaissance. Et dans ma tête, j'avais oublié, de toute façon. Et puis, ben, en fait, effectivement, ils m'ont expliqué un peu d'après ce qu'ils avaient compris.
Et j'ai rencontré après la famille d'accueil. Effectivement, j'avais été placée. Enfin, je sais que ce soir-là, je suis rentrée chez ma mère et j'ai dit c'est vrai que j'ai été placée quand j'étais petite. Et là, ma mère, elle a réagi, elle s'est énervée et elle a dit oh, celle-là, elle ira toujours mieux le passé. Et en disant cette phrase, elle a dit oui, effectivement. En disant celle-là, elle ira mieux remuer le passé. Et après, effectivement, j'ai appris. Effectivement, j'avais été placée à l'âge de 17 mois en sortant de l'hôpital. De l'hôpital, j'avais été placée dans cette famille d'accueil pour de la maltraitance. Ça, c'est extraordinaire ce que vous dites, Leïla Zaoui, c'est incroyable, hein. C'est terrible même, c'est vraiment, Ah oui. ce que vous me dites, ça me touche beaucoup et ça touche beaucoup les personnes qui écoutent cette émission-là, parce que c'est horrible, quoi. Et ben, c'est vrai pourtant. Enfin, voilà, moi j'ai une histoire Vous qui avez se... été placé, donc, parce que vous avez été victime des coups de votre mère, mais en vue d'un système judiciaire qui est tellement étrange pour moi, qu'ils vous ont quand même redonné à votre mère, quoi. Si vous voulez, c'est que... Non, enfin, c'est que c'est pas réellement comme ça. Enfin, en tout cas, j'ai été placée suite à de la maltraitance, mais c'est mon père qui avait été accusé de maltraitance. J'apprendrai même plus tard, beaucoup plus tard, là quand je verrai moi, à 35 ans à peu près, quand j'étais en école d'éducateur, tout ça, puis j'avais besoin de comprendre des choses, où j'ai consulté mon dossier d'aide sociale à l'enfance, et effectivement j'ai rencontré le conseiller socio-éducatif et lui-même m'a expliqué mon père a été accusé des maltraitances, en ce temps-là mes parents étaient encore ensemble, et mon père a été accusé des maltraitances et a même été condamné à 5 ans de prison. Et par la suite, j'ai appris même qu'il a été expulsé lié à mon histoire. Voilà. Et du coup, si vous voulez, à la suite de ça, moi, j'ai été remise dans mon contexte familial, donc chez ma mère, puisque ma mère, c'était pas ma mère qui était responsable des coups, c'est mon père qui a été condamné. Donc, j'ai grandi chez ma mère. Est-ce que moi, je suis sûre et certaine, c'est que j'ai grandi dans la maltraitance de ma mère. Mais une question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous vous êtes posé cette question, Leïla Zaoui, quand votre père, donc, il a été accusé, donc vous avez plus eu de contact avec votre père. Est-ce qu'il a été accusé, ma question est la suivante, à tort, et que c'est votre mère qui a toujours fait cette, j'allais dire, maltraitance, et que comme elle a menti, comme vous avez dit tout à l'heure, quand est venue l'assistance sociale, et que elle a fait croire qu'elle vous a donné le petit déjeuner alors que vous étiez dans votre chambre, elle a réussi à mentir. À votre avis, est-ce que c'était vraiment votre père ou ça a été toujours votre mère qui vous a... Alors en fait, une chose est sûre, c'est que moi j'ai grandi dans la maltraitance de ma mère. Quand j'étais petite, de ce que j'ai vécu, de ce que j'étais tout petite, là, malheureusement, je ne peux pas moi dire. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est un doute que vous avez. Est-ce que vous êtes... est-ce que vous avez essayé, Leïla Zaoui, de rentrer en contact avec votre père qui... Justement, à l'âge de 17 ans, et ça je le dis aussi dans mon livre, à l'âge de 17 ans, ma mère, elle m'a renvoyée chez mon père avec un aller simple, et mon père est en Algérie. Elle m'a envoyé, elle m'a fait démissionner l'école, et j'ai même donné moi-même le courrier à l'école en disant, bah voilà, je vais vivre chez mon père, et comme ma mère m'aimait tellement pas, je me disais, c'est pas grave. Vous savez, c'est pas très normal qu'à 17 ans, on est d'accord d'aller vivre en Algérie, hein, mais bon, euh, c'est pas trop normal, je veux dire, une jeune fille ne réagit pas comme ça, mais moi, j'étais tellement pas aimée par ma mère que je me suis dit, au moins mon père, peut-être lui, il m'a préféré, voilà, en tout cas, lui, peut-être qu'il ne me rejettera pas. Donc, je suis allée chez mon père, juste sur la période des vacances. Et pourtant, normalement, c'était avec un aller simple. Et je suis allée, et mon père, en fait, il était pas à l'aise en me voyant. C'était pas simple pour lui, puisque je lui renvoyais toute mon histoire. Bien Et en sûr. même temps, voilà, en même temps, il m'a dit, en tout cas, je m'en rappelle très bien, qu'il m'a dit, à cause de moi, il a fait de la prison. Bon, moi, j'étais encore jeune pour avoir assez du répondant, mais il m'a dit qu'il a fait de la prison, qu'il n'a rien fait. C'est ce qu'il a dit. Hein. Ah, d'accord. Donc, qu'il est allé en prison pour rien, il a été faussement accusé. C'est ça que vous voulez dire, Il m'a Leïla dit Zaoui. non. Il s'est positionné en tant qu'une victime, lui, alors qu'en fait, la victime, c'était moi aussi. Enfin, surtout. Je vois, je vois. Mais est-ce que vous, vous êtes resté un certain temps en Algérie? Est-ce que vous l'avez cru, votre père, quand il a dit ça? En fait, si vous voulez, à cette période, je comprenais rien du tout. J'étais surtout,
Je sentais que mon père n'était pas à l'aise de me retrouver là. Pour lui, pour lui, j'avais la chance de vivre en France et il valait mieux pour moi continuer mes études et tout. Je trouvais que c'était une bonne façon de penser, mais honnêtement. Et ma mère, elle voulait à tout prix que je reste en Algérie puisqu'elle voulait plus de moi en France. Enfin, voilà. Et finalement, j'ai pu revenir grâce à lui. Il a tout fait pour que je puisse revenir. Donc, je peux même pas lui en vouloir de ça. Parce que si j'ai pu revenir après, si j'ai pu reprendre mon scolarité et tout, c'est grâce à lui. Ma mère n'a rien fait. Et ma mère, elle devait même envoyer 400 francs, à ce temps-là, c'était en francs, pour que je puisse revenir de Marseille à Douai. Elle n'a rien fait. Ah, d'accord. Parce que votre mère, pardon de dire ça, mais vous me dites, Leïla Zaoui, si je me trompe, mais elle vous a utilisé toute votre enfance tant que vous rapportez des sous, comme vous avez dit, pour de la CAF, etc. Mais quand c'était pour vous aider, elle n'a pas voulu vous aider, comme vous dites, même pour 400 francs pour vous faire venir, etc. Oui, elle a refusé, si. Le truc là, elle a dit non, je n'ai pas d'argent. Elle a dit à mon père que elle peut pas, elle doit payer la rentrée scolaire de mes sœurs, c'est pas possible, donc elle fera rien. Effectivement, lui, il s'est dit, elle va quand même le faire, vous voyez. Et finalement, ben, effectivement, elle n'a rien fait, et je suis revenue avec un étranger, une personne de Paris, une personne très très bien, de Ivry-sur-Seine, un monsieur, père de famille, parce que mon père, il a expliqué que j'ai perdu mes papiers, enfin, je ne sais pas ce qu'il a pu expliquer à cette personne. Il lui a demandé, dans une relation de confiance, de m'amener jusque Douai, de m'amener jusque chez moi, et puis et que ma mère remboursera après. Et c'est incroyable, et cet homme, franchement c'est incroyable, c'est vrai, mais cet homme est un monsieur très très bien, qui m'a effectivement, à partir de Marseille, en fait, puisque dans le bateau, ben voilà, on est dans le bateau, puis arrivé à Marseille, en fait, il a fait Marseille-Paris, et après c'est sa fille qui a fait le reste du voyage, qui m'a ramené jusque la gare, etc. Et après je suis arrivée à Douai, je suis repartie, voilà. Et je me souviens qu'une fois, il a appelé, puisque ma mère l'a pas payé, je pense, comme ça, elle n'a pas remboursé ce qu'elle devait verser, et il a appelé une fois, et j'étais là, et je sais qu'il a demandé après moi. J'étais moi mal à l'aise, parce que quand c'est comme ça, on dit rien, encore une fois, et il m'a demandé si j'allais bien, et puis il m'a dit que ça serait bien que ma mère elle puisse aussi rembourser le ticket de train Paris-Douai. Que ça, quoi. Et enfin, je sais pas si ma mère, je pense qu'elle a dû elle a dû le payer après, puisque, enfin, j'espère en tout cas, mais j'ai plus de nouvelles après, donc je sais pas ce qu'il en est advenu. Mais voilà, c'est cette réalité-là aussi. Et Leïla Zaoui, donc vous, c'est vrai que comme vous avez eu la tête ouverte plusieurs fois suite à la violence de votre mère, euh, quand vous étiez petite, par exemple, à quel âge vous vous rappelez aussi loin dans votre mémoire que vous étiez sous la violence de votre mère? Et en étant petite, vous ne pouviez pas en parler à l'école, évidemment. C'est difficile, ça, de dire. Alors déjà, même Comment ça se fait qu'ils ne s'en rendaient pas compte à l'école? J'allais dire, c'est ça. Moi-même, on me pose la question. Hein, je vous dis, on en a parlé hors antenne, les Lazaoui tout à l'heure, mais moi j'ai une fille de 4 ans et demi. Donc elle a eu une ITT d'un médecin suite à la violence de sa mère. Sa mère, elle avait effacé une preuve audio et vidéo que j'avais réussi à filmer. Donc elle a secoué violemment notre fille. Elle était très petite. Elle lui mettait des fessées quand elle était bébé, là, vous voyez. Mon épouse, je l'ai rencontrée en Ouzbékistan, vous voyez, les Russes d'Ouzbékistan. Elle m'a utilisé pour venir en France, etc. Mais elle a été violente avec moi, donc des coups. Moi, au début, je croyais que c'était comme ça une fois, parce qu'un choc culturel, vous voyez, vous changez de pays, et ça continue. Mais quand notre fille est née, vous voyez, la violence, elle a continué. Mais quand moi j'en parle, c'est pour ça que les auditeurs ils pourraient dire, mais comment ça se fait que vous avez donc subi des coups, ça se voyait, etc. Personne n'a rien fait. Et, moi, je peux dire aujourd'hui, on est le 20 novembre 2017, là, alors où on fait l'émission, Leïla. Eh bien, ça, il n'y a pas eu de changement entre votre époque, j'allais dire, il n'y a pas longtemps de ça, quand même, il y a quelques années, quoi, et aujourd'hui, quoi. Vous voyez, il n'y a pas eu de changement. Est-ce que vous pouvez vous le confirmer? Est-ce que vous avez d'autres personnes, depuis que vous avez écrit votre livre, qui ont dit oui, moi aussi j'ai vécu ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Leïla Zaoui, à ce sujet? Ce que je peux dire, c'est que je suis aussi
moi-même aujourd'hui je suis éducatrice spécialisée aujourd'hui, Oui, même thérapeute familiale, vous voyez, donc je suis moi-même dans ce travail en fait. Et je sais que malgré tout, entre guillemets, je lis l'avantage d'avoir les deux casquettes, parce que j'ai le vécu à la fois moi, donc je sais ce que c'est. Mais je sais qu'en tant que professionnel aussi, et je sais aussi qu'au niveau des chiffres encore aujourd'hui, et dernièrement, là, les derniers chiffres qui viennent de tomber là aussi, ça reste compliqué la dénonciation. Ça reste compliqué de briser le silence. Ça reste compliqué de malgré tout de, de dénoncer, enfin en tout cas si on a des suspicions d'interpeller, moi je pense aux écoles en premier lieu, puisque l'école c'est l'endroit où l'enfant passe le plus de son temps, à mon sens. Voilà. Mais il y a aussi le corps médical, parce que c'est pas l'enfant qui parle, ça c'est clair. Même moi, vous m'avez posé la question tout à l'heure des souvenirs, bah, c'est pas si simple que ça. Je me souviens très bien de ce que j'ai grandi, dans le contexte dans lequel j'ai grandi. Mais je me rappelle pas d'un. Par exemple, l'âge où j'étais placée, jusque 3 ans, je me rappelle pas du tout, alors que c'était le meilleur moment de ma vie, certainement. Mais toute cette période, malheureusement, elle est effacée. Je sais pas, en tout cas, elle est restée enfouie. Et je pense que c'est ce qui fait ce que j'ai pu m'en sortir grâce à des personnes qui m'ont donné de l'amour. Voilà. Voilà, à cette période aussi, cette famille d'accueil a été très aimante et très sécure en tout cas, et ça c'était important. Et justement, je les ai même revus des années après. Voilà, ils ont été choqués quand ils ont vu que j'ai vécu dans la maltraitance, quand ils m'ont retrouvé 15 ans après, et 15 ans après, je vivais dans un contexte, enfin j'ai grandi en tout cas dans un contexte de maltraitance, et pas loin de chez eux. Et puis malheureusement, voilà, ça s'est pas su. Voilà. Et donc ils étaient même choqués de ça, mais oui, pour répondre la question que vous m'avez posée par rapport à ce que je pense de ça, effectivement, aujourd'hui, c'est encore compliqué. Aujourd'hui, ça ne devrait pas être compliqué pour autant, mais si on a des suspicions, il faut parler. Il faut soit le 119, soit, comme on en a discuté tout à l'heure, effectivement, il existe des associations, et- mais pour autant, c'est compliqué. Je pense que les gens ont peur aussi des représailles, alors qu'en fait, en premier lieu, c'est le devoir de tout citoyen. Si on a des suspicions, si on a des doutes, si on a. Voilà, d'alerter, d'appeler le 119, de parler à l'école, de parler aux personnes qui gravitent autour de l'enfant. Voilà, les voisins, c'est clair. Moi, je sais que à la sortie de mon livre, on m'a dit plusieurs fois, puisque j'habite toujours dans le même endroit où j'ai grandi en plus, donc on connaît mon histoire. Enfin, on connaît mon histoire, on me le connaît déjà. Et donc, quand on a vu mon histoire, ben, on m'en a parlé, enfin, on est revenu vers moi dans ce sens-là. Et il y a des anciens voisins qui m'ont dit, bah, on voyait bien en fait que c'était différent, que vous, toi, c'était pas pareil que tes sœurs. En fait, on voyait bien en fait. Bah, pour autant, ils n'ont jamais rien dit. Voilà. Donc moi, je m'en suis sortie. Donc c'est facile des années quand ça va bien. Mais moi, je sais pertinemment que j'aurais pu être un drame, comme il y en a eu malheureusement plein, et il y en aura encore. Puisque tant qu'on réagira comme ça, dans l'indifférence, dans le silence, et tant qu'on se taira et tant qu'il y aura des victimes, malheureusement. Et voilà, en tout cas, moi je sais que en tant que professionnel, en tant qu'humain, en tant qu'être humain avant tout, moi je suis sensible à ça, c'est clair. Et j'ai 2 filles moi-même aujourd'hui qui sont. Enfin, à mon sens, ça a été très important de ne pas les élever dans la maltraitance. C'est pas simple en fait quand on a une histoire comme ça, puisqu'on est. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême et être trop protecteur, etc. c'est ça, Leïla Zawi. Ce que vous dites, c'est pertinent aussi. Vous, comme vous avez vécu donc la maltraitance de votre mère, maltraitance, je dis physique et aussi psychologique, on est d'accord, puisqu'elle vous a dénigré, donc ça vous a fait mal autant l'un que l'autre, c'est ça, Leïla? La violence psychologique est autant destructrice, pardon, que la violence physique. Oui, Ça fait des dégâts, oui. oui, ça on ne dira jamais assez, parce que beaucoup de personnes ils pensent que la violence physique,
c'est plus important. Certes, c'est très grave, mais la violence psychologique, ça détruit une personne, quoi. Vous voyez, donc ça peut mener une personne au suicide quand elle grandit, ça peut, vous voyez. Oui, le comportement, enfin, comment voulez-vous qu'il se construise cet enfant s'il grandit dans... Il faut vraiment qu'il puisse rencontrer des tuteurs de résidence, des personnes qui peuvent l'aider, qui puissent l'aider à... Parce que si par exemple la mère, la mère elle a des propos comme moi, j'ai été dénigrée, la violence l'humiliation. Moi j'ai vécu des choses comme ça. Et ça, moi l'estime de soi, c'est vrai, c'est difficile et on a une très mauvaise image de soi. Et comment on peut grandir, se construire correctement avec une image comme ça. Et surtout l'image de ses propres parents, sa mère. Donc c'est compliqué, c'est pas... Voilà, donc c'est important d'être aimé, c'est important d'être... Voilà, c'est l'inverse normalement, tandis que là, de grandir avec enfin, un regard très négatif de soi, c'est compliqué quoi. Donc il faut vraiment du chemin, il faut vraiment enfin, c'est compliqué, C'est franchement. compliqué. Mais ce que vous avez dit, pour revenir à ce que vous avez dit aussi, Leila Zawi, vous, comme vous avez vécu donc cette violence physique et psychologique, quand vous avez élevé vos enfants, vous avez eu peur peut-être d'être trop protectrice, c'est ça et c'est pas évident de trouver le juste équilibre. Oui, alors, déjà je dirais que avant tout, pour moi, et ça c'est très important, et de toute façon je véhicule ça dans mon travail et partout, je pense qu'avant tout, il n'y a pas de modèle pour élever les enfants. Donc déjà, il n'y a pas de mode d'emploi. On fait ce qu'on peut, avec ce qu'on est, ce qui n'est pas simple. Et alors, en fait, en plus, surtout quand on a eu des failles, des grosses carences, comme moi, donc c'est pas simple de, de pas basculer vers le côté soit de répéter la maltraitance, consciemment ou inconsciemment, ou soit de justement vouloir faire l'inverse et à ce moment-là être dans le trop, de vouloir tout faire, laisser faire, etc. Et c'est pas mieux. Alors, je suis comme je suis, je pense pas être une super woman, on fait ce qu'on peut en tant que maman, mais pour moi ça a toujours été très important ça. Alors je pense que j'ai toujours essayé de mettre du sens, de comprendre, etc. Et, et pour moi, voilà, enfin, pour moi ça a été très important de justement, j'en étais consciente de ça. J'en étais consciente et déjà mes enfants, mes deux enfants, je les ai désirés, ça c'est avant tout, ça c'est la base. Et pour autant, j'ai fait en quelque sorte de les élever. Je pense que ma chance aujourd'hui, c'est que c'est pas, à la rigueur, c'est même elles-mêmes qui peuvent le dire, c'est ça qui est riche, c'est que mes filles aujourd'hui me remercient de l'éducation que j'ai pu leur donner malgré mon histoire. Et ça, je trouve ça énorme. Alors moi, je les remercie aussi d'avoir su saisir aussi, ce qui n'est pas simple. Voilà, j'ai eu des enfants aussi qui n'ont pas été non plus rebelles, etc. Mais j'aurais pu. En plus, je les ai élevés toutes seules parce que malheureusement, enfin, leur père n'a pas voulu assumer, j'ai divorcé, etc. À partir du moment où j'ai demandé le divorce, c'est pas accepté. Du coup, il n'a pas assumé ses filles. Ça aussi, c'est encore autre chose. Et ça m'a renvoyé, moi, dans ma tête, mon histoire. C'est pas simple. Et on vit avec ça. On vit avec notre histoire, de toute façon. Et donc voilà, on se construit avec, on élève nos enfants avec. Et voilà, oui, elles ont quand même, à mon sens, essayé de grandir correctement, c'est déjà bien. Et quand je vois qu'aujourd'hui, ces deux jeunes adultes qui vont bien, c'est le principal, quoi. Voilà. Oui, et donc en conclusion, pour ceux qui, donc moi, comme je vous ai dit, je fais des émissions sur ma chaîne Radio Libre Expression, mais ce sujet, quand je vous ai vu sur BFM TV, je me suis dit, oulala, il faut vite que je contacte Leila Zawi, parce que son histoire, elle est très touchante, elle a le courage donc de dire haut et fort ce qu'elle a vécu, c'est pas facile, comme on disait tout à l'heure, on peut passer pour un traître vis-à-vis de sa famille, de sa mère, etc., en l'occurrence, mais il ne faut pas que vous portez toute votre vie la culpabilité. C'est pas votre faute, c'est la faute de votre mère. Donc, c'est pour ça que vous avez écrit ce livre. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, Leila Zawi, votre mère, est-ce qu'elle est, j'allais dire, c'est que vous avez écrit ce livre Oui, oui, oui. Bah justement aussi invraisemblable que cela puisse paraître, mais en tout cas, je suis quelqu'un qui a toujours besoin de dire les choses et d'être honnête dans ce que je fais,
voilà, je ne fais pas en cachette. Je suis quelqu'un qui a besoin de dire les choses. Donc, si vous voulez, pendant des années, jusqu'à l'écriture du livre, jusqu'à avant l'écriture du livre, on faisait semblant. Voilà. Parce que je continuais malgré tout à aller chez ma mère, sans, sans attendre d'affection de sa part ou quoi que ce soit, hein. Mais avec l'histoire que je portais, et par rapport à mes soeurs, c'était pas pareil en plus, et on n'en parlait pas. Enfin, en plus, j'ai bien senti plusieurs fois qu'il fallait surtout pas en parler, alors que moi j'avais besoin d'en parler. Voilà. Donc à 35 ans, je me souviens très bien avoir commencé à en parler. Une fois, j'avais profité d'un moment où j'étais seule avec elle et j'ai essayé de lui en parler. Elle a un petit peu reconnu, mais surtout, enfin, elle s'est surtout énervée en disant, en se victimisant, en disant que c'était pas de sa faute. Enfin, voilà. Et j'ai senti qu'elle voulait pas en parler, mais que je dérangeais, et elle m'a dit, de toute façon, je savais qu'un jour, tu allais crever l'abcès. Voilà, déjà, elle avait dit ça le jour-là. Le temps a passé. Et puis, moi, je savais qu'un jour, j'allais écrire un livre. J'avais dit que j'écrirais un livre. Je ne savais pas qu'elle allait publier ou pas. À ce côté-là, ça, c'était autre chose. Mais en tout cas, je savais qu'un jour, je le ferais. J'avais commencé à écrire mon histoire sur un site d'enfance maltraitée. J'en avais parlé à mes sœurs. J'avais envoyé un message à chacune de mes sœurs en leur disant, bah voilà, j'ai écrit mon histoire sur tel site. Elles peuvent aller le lire si elles veulent. Et j'ai dit un jour j'écrirai un livre. Alors là, ça a remué, ça a énervé tout le monde et on a même dit que ça allait tuer ma mère. Mes sœurs ont dit ça. Ils ont dit ça va tuer maman. Encore plus de culpabilité alors que Exactement. vous étiez la Alors victime. que, donc bon, ça m'a pas empêché de le faire. Moi j'étais au clair avec moi-même. Il a fallu le temps, c'était en 2010. Il a fallu le temps parce que c'était important pour moi. Je savais que j'allais le faire jusqu'à ce que j'ai trouvé le moyen de l'écrire et j'ai écrit mon histoire. Et au moment de l'écriture du livre, au moment où j'ai su que le livre allait être publié, en tout cas pour moi il était important, j'ai été voir ma mère. Mes sœurs, elles n'étaient pas d'accord, mais j'ai été voir ma mère et j'en ai parlé à ma mère. Et c'est pour ça que j'ai aussi invraisemblable que ça puisse paraître, ma mère a reconnu. Ma mère a reconnu elle a reconnu ce qu'elle m'a fait vivre. Elle a reconnu la maltraitance. Elle était, le jour-là, je ne l'ai jamais vue comme ça, mais depuis, de toute façon, elle n'est plus pareille. Depuis ce jour-là, elle m'a dit en fait que elle m'a remercié de l'avoir dénoué. Ça, je trouve, voilà, enfin. Et parce que quand j'avais 35 ans, elle m'a dit, bah tu vois, tu t'en es sorti. Ça, c'est facile. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Et voilà, tandis que là, le jour-là, je lui ai dit que j'écrivais un livre. Et en plus, enfin, c'était juste avant la publication, et le livre, je l'avais, de toute façon, je lui ai donné même le livre. Après, elle l'a lu ou pas, j'en sais rien, ça m'appartenait pas. Pour moi, il était important, ben voilà, on en est là aujourd'hui. On fait avec, on fait pas semblant. C'était suffisant pour moi. Le fait que ma mère reconnaisse, c'était le principal. Et j'estime que pour moi, toutes les victimes ont besoin d'être reconnues. Il est impossible de vraiment, ou en tout cas, on se construit bancalement en fait, il manque quelque chose. Tant qu'on n'a pas été reconnu, vous le voyez là, même dernièrement, Flavie Flamand, qui l'a dit aussi dans son histoire Oui, tout à fait, d'abus oui. sexuels, etc. Toutes les victimes, quoi qu'elles aient vécu, elles ont besoin d'être reconnues. Qu'à un moment donné, alors ça peut être un procès, hein, effectivement, parce que voilà, ça peut dédommager intérêt, enfin il y a d'autres choses. Mais je pense que être reconnu et voilà, de savoir que ce bourreau a fait oui, il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas normal parce qu'on a cassé, on a cassé la vie, on a cassé la vie d'un enfant. Voilà. Et donc on se construit, même si on a l'air d'aller bien, on reste quand même des enfants blessés. Voilà. On est des adultes qui ont vécu des choses pas normales en fait. Et c'est ça que je cherche à travers mon livre. L'idée, c'était déjà avant tout d'exorciser c'est avant tout thérapeutique. Pour moi, c'était important de montrer ce cheminement, mais c'était aussi pour montrer aux autres, et puis pour aussi dire aux autres, surtout avant tout, de briser le silence. Il faut parler, si vous avez des doutes, il faut parler. Il faut parler, Leïla, mais vous voyez que des fois, bon, moi je suis bien placé pour en parler, c'est le cas de le dire, parce que j'ai fait les démarches,
mon épouse, par exemple, je peux dire même le nom, comme ça elle peut porter plainte, il n'y a pas de souci, Tatiana Sursina, donc d'Ouzbékistan, et maintenant elle est devenue française parce qu'elle m'a utilisé pour avoir les papiers. Elle m'avait frappé tellement fort, avant on n'avait pas notre fille encore, que j'ai eu mal pendant une semaine. Mais c'est facile de dire il faut parler, alors que moi j'étais gêné en tant qu'homme, on va se dire, homme victime de violence conjugale, ça fait très honteux, vous voyez, et voir un médecin, je vous assure que c'est très gênant, quoi. Parce que, c'est-à-dire, vous dites, mais on a l'impression d'être un extraterrestre, quoi, que c'est pas normal. Souvent, on dit que c'est l'homme qui, et c'est vrai dans les statistiques, hein, en tout cas, c'est vrai, hein, c'est plus souvent les hommes qui sont violents envers leurs compagnes. Mais pour venir aussi pour les enfants, quand vous avez, comme je vous ai dit, ma fille, donc elle a eu une ITT, malgré que vous envoyez ça dans les tribunaux, malgré que vous envoyez ça, j'allais dire, au procureur de la République à Marseille, moi j'avais écrit, j'avais contacté l'école, vous voyez, enfin voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire, Leïla, c'est pas facile, parce que même quand vous en parlez, comme je vous ai dit, vous c'était dans les années 80 que ça s'est passé, voilà. Aujourd'hui, 20 novembre 2017, ben écoutez, moi je pense qu'il n'y a pas eu de changement. Ils en parlent plus dans les médias, dans les actualités, certes, c'est un fait, mais il y a des associations beaucoup plus qu'avant. Mais voilà, moi, écoutez, une association m'a contacté, peut-être vous la connaissez, Enfants Bleus. Oui, justement, les chiffres viennent de l'association L'Enfant Bleu. Tout à fait. Ah ben voilà. Vous voyez, j'ai une responsabilité. Il y a un an de ça environ, j'avais appelé l'association Enfants Bleus et j'avais expliqué mon cas. J'ai dit voilà, je m'occupe de ma fille donc depuis qu'elle est née jusqu'à l'âge de 3 ans et demi. Pendant que mon épouse, pendant des années, elle allait à l'université, moi j'étais seul avec ma fille. Le jour qu'il y a eu un divorce, euh, bref, après j'avais perdu la garde parce que je suis d'un autre département, mais c'est une autre histoire. C'est une histoire extraordinaire qui m'est arrivée, mais dans le sens péjoratif du terme, parce que j'ai été menacé de mort au nom d'Allah par la meilleure amie mon épouse, et ça fait que elle avait jeté un projectile pour vous dire, alors que ma fille elle avait que 2 ans et demi, elle a jeté un projectile du 8e étage, Faiza Bougrine, parce que moi je donne les noms, vous voyez, qui habite à Marseille, elle a jeté donc de son balcon. Ça a touché la voiture de mon ami et dedans il y avait ma fille. J'envoie un SMS à mon épouse, à l'époque c'était mon épouse, en lui disant regarde, ton ami fait ça, ce qu'elle a fait, etc. Et mon épouse, à la place de plus lui parler, non, elle s'est pas inquiétée. Est-ce qu'elle, vous voyez ce que je veux dire? Un tas de choses donc où l'enfant était pas bien, en danger, etc. J'ai alerté tout le monde, vous voyez, même des associations. Il y a un an, j'avais alerté cette association, vous voyez, Enfants Bleus. Et, euh, et là, je les ai rappelés, c'est eux qui m'ont contacté parce que j'ai rappelé, je me suis dit, écoutez, vous ne pouvez pas m'aider parce que regardez, j'avais la garde par 2 juges, maintenant j'ai perdu la garde parce que je suis d'un autre département, alors que c'est pas ma faute, c'est suite à une menace de mort au nom d'Allah. Bref, une histoire incroyable, Leïla. Pourtant, mon père, Mustapha, donc, comme son nom l'indique, il est musulman. Dans ma famille, la majorité sont musulmans. Moi, je suis athée, mais je vois que je n'ai pas d'aide. Vous voyez, et je ne veux pas faire peur aux personnes qui écoutent cette émission, Leïla. Mais alerter, il faut, mais encore alerter qui à votre avis? Quand dans mon cas, j'écris au procureur de la République, je porte plainte. Ma femme a frappé devant un témoin quand même, donc c'est pas rien. J'ai mis le nom, prénom, l'adresse, le numéro de téléphone du témoin dans la plainte il y a 2 ans. À ce jour, ma femme, elle n'a jamais été, mon ex-épouse maintenant parce qu'on est divorcé, elle n'a jamais eu de problème, vous voyez. Et voilà, quoi. En plus, j'ai été divorcé à mon insu, enfin, sans que le tribunal de Marseille il m'envoie un courrier pour me dire qu'il y aura une audience, enfin, des choses, Leïla, hallucinantes. Sûrement, je vous donnerai le lien de ma chaîne, Leïla, vous verrez, parce que moi je fais dans la preuve, vous savez, les preuves, je les mets en public parce que c'est important quand même. Et vous, comme vous êtes professionnel, qu'est-ce que vous conseillez? Voilà, tout ce que les domaines que je vous ai énoncés, vous voyez qu'il n'y a pas de répondant, quoi. Ben oui, non, mais
qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, vous, vous qui êtes professionnel? Si quelqu'un comme moi, il vient vers vous, Leïla, et je vous explique ma situation, c'est pour ça que j'en profite de vous le dire là, dans cette émission, qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un comme moi? Moi, je vous conseille de continuer votre combat. C'est un combat, c'est clair, mais il Oui, faut continuer et alerter les instances, renouveler, réitérer. Oui, c'est beaucoup d'énergie, certainement, beaucoup de temps et d'argent, je pense aussi, parce que c'est financier, tout ça aussi. C'est beaucoup de sacrifices aussi, je pense. Mais je pense que dans l'intérêt de votre fille, c'est ça qu'il faut vous dire, il faut garder dans l'intérêt pour votre fille. Et ben, je pense qu'il faut continuer ce que vous avez à faire dans ce sens-là. Vous oui. devez alerter là où il faut alerter, mais je pense qu'après, moi à ce niveau-là, je peux pas vous dire plus, puisque tout ce qui est d'ordre de la machine judiciaire, etc., c'est pas notre ressort à ce niveau-là. Il y a des failles, certainement, je Il sais y a pas. des failles, vous constatez vous-même, même dans les années 80, même aujourd'hui, en 2017, vous voyez que, à votre avis, ces failles sont dues à quoi? Est-ce qu'il y a un manque d'effectifs dans les tribunaux, un manque d'argent, c'est-à-dire, c'est quoi, j'allais dire, la solution pour que... Il y a une réalité, c'est vrai qu'il y a une réalité économique, c'est vrai, une réalité, un manque de moyens, c'est vrai, que les magistrats sont débordés de dossiers, c'est vrai aussi. Il y a une réalité à ce niveau-là. Je dis pas ça leur dépend, parce que je veux dire, voilà, mais il y a une réalité à tous les niveaux. Au niveau des professionnels, dans les travailleurs sociaux, c'est pareil. Il y a un manque de moyens. Et c'est malheureusement ce manque de moyens aussi qui fait que malheureusement, bah, ça emmagasine aussi d'autres failles en fait, et ça augmente le risque peut-être aussi de choses qui passent à côté, malheureusement. C'est le risque. C'est le risque. Mais je pense que malgré tout, on doit quand même y croire et continuer à se battre dans ce sens-là, de pouvoir faire ce qu'on peut. Je pense qu'il y a une réelle volonté aussi au niveau des magistrats, au niveau des travailleurs sociaux, au niveau de tout le monde. À ce niveau-là, il y a une réalité de vouloir faire que diminuer le nombre de placements, faire qu'il y ait moins de victimes, etc. Au niveau de la maltraitance, tout ça. Cette volonté-là, elle est là. Et moi, c'est clair que je suis à 200% vers ça aussi. Le souci, c'est que le manque de moyens, il fait aussi que, malheureusement, ça fait aussi que, voilà, en fait, comme vous l'avez dit vous-même, vous êtes situé, localisé, enfin, vous habitez à un endroit, après vous déménagez, ça a des conséquences, les dossiers c'est plus la même personne, donc c'est plus saisi de la même façon, etc. Il faut recommencer tout ça. C'est vrai, ça aussi, ça joue. En attendant, il y a un enfant au milieu, donc c'est le risque, comment l'enfant évolue dans son contexte. Ça, je sais pas, c'est compliqué, mais je pense qu'il faut continuer à vous battre dans le sens pour votre fille. Oui, oui, c'est compliqué, surtout que dans les tribunaux, je l'ai appris à mes dépens, j'ai jamais eu affaire aux tribunaux, mais il y a du sexisme, malheureusement, vous voyez. Alors, vous allez dans les tribunaux, des fois, pour porter plainte vous savez, pour une diffamation sexiste ou autre, mais ce qui est extraordinaire, ça arrive qu'il y a des juges qui sont eux-mêmes sexistes, c'est-à-dire, et ça, il faut pas, oui, et racistes aussi, et donc, euh, homophobe et tout ce que vous voulez. Donc, ce qu'il y a dans la société, ben, la justice, c'est des hommes de la même société, j'allais dire. Et là, c'est quand même inquiétant, quoi, vous voyez, parce que quand vous avez affaire à des dossiers, donc c'est pas évident, quoi. Mais comme vous dites, Leïla, en tout cas, il faut se battre, il ne faut pas avoir peur, comme vous avez fait. Donc, moi, je vous remercie d'avoir partagé votre expérience auprès des auditeurs de Radio Libre Expression. Et bien sûr, vous allez continuer votre combat. Vous êtes dans quelle région, Leïla, vous? Dans le Nord. Dans le Nord. Dans le Nord, il y a aussi, j'allais dire, beaucoup à faire parce que dans le Nord, bien sûr, il y a des villes importantes et des gens, ils viennent vous voir suite à votre livre, Leïla? Oui, j'ai eu beaucoup de témoignages de soit d'anciens victimes, des gens qui ont. C'est plus facile de parler quand on est adulte. Oui, bien sûr. Et donc la parole se délivre beaucoup plus, en tout cas quand on est adulte. Et donc on est venu me voir beaucoup, enfin plusieurs fois,
euh, par rapport à ça, avec des histoires de vie, des choses pas simples en fait, mais des adultes en fait. Je pense que pour les enfants et tout, c'est à moi, par exemple, de vouloir faire de la prévention. Voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Pour finir, Leïla, je voulais vous demander, est-ce que vous allez faire un travail de prévention, éventuellement ouvrir une association, faire de la prévention dans les petites écoles, j'allais dire dans les maternelles. Là, il faut trouver les dessins qu'il faut, il faut trouver. Est-ce que vous avez peut-être à cœur de faire cela Je souhaiterais maintenant, voilà, c'est pas si simple que ça, il y a aussi une réalité aujourd'hui il faut trouver du temps aussi, et donc je souhaiterais, en tout cas, je souhaiterais m'investir aussi dans la prévention, voilà, mais pour l'instant, comme je développe aussi la thérapie familiale, voilà, donc j'ai besoin aussi, on ne peut pas tout faire en même temps, c'est pas possible. Mais en tout cas, ça reste là, c'est clair. C'est mon livre aujourd'hui, je suis au clair avec mon histoire. Ça aurait pu déranger en tant que professionnel. Ça peut déranger autour, hein, ça c'est possible. Mais moi je suis au clair avec ça et je sais d'où je viens et je sais ce que j'en fais. Voilà. Oui. Ce qu'on peut faire, puisque c'est dans l'intérêt justement des enfants, c'est pas du tout au détriment. Et je pense que si je peux développer le côté prévention, je le ferai, ouais. Mais là aujourd'hui, c'est pas actuel, mais c'est dans un coin de tête. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir accepté de partager votre expérience, parler de votre livre sur Radio Libre Expression, Leïla Zaoui.